voulais vous poser une question parce que j'ai peur de mal comprendre. Quand on parle d'intimité collective, moi j'aurais aimé penser intimité collectée avec l'absence de respect de l'intimité privée. Pour moi, l'intimité, il y a une singularité qu'on ne peut pas relier à la collectivité. Et je ne comprends pas l'association des deux concepts. C'est la distinction que je fais entre l'intime, ce dont vous parlez, je crois, et l'intimité. Alors, c'est une distinction qui se discute, mais qui est assez pratique, dans le sens où si on replie l'intime sur l'intimité, alors tout est saisissable, tout est captable. Tout devient l'objet, justement, d'une négociation, d'un territoire. Tout devient l'objet d'un partage, ce qu'on appelle l'intimité collective. Et rien ne peut échapper, finalement, au regard objectivant, identifiant de l'autre, de l'État, par exemple, de l'institution de recherche, de l'institution médicale. Alors que l'intime, il y a quelque chose quand même qui nous permet d'échapper à ça. Et qui permet de ne pas replier l'homme, avec un grand H, sur ses déterminations existentielles, sur les propriétés du moi, c'est-à-dire ce qui est visible de lui. Et donc c'est, me semble-t-il, une façon prudente, en philosophie en tout cas, de ne pas réduire le concept d'homme à ce qu'on peut voir de lui, mais de garder le caractère indéterminé de chaque individu, ce qui se loge dans l'intime de chacun. Précaution philosophique, mais qui a des importances aussi, je pense, juridiques et pratiques très fortes. Ouais. Une question alors éthique et épistémologique qui nous permet de rendre hommage à une personne sur laquelle on ne serait pas ici, c'est Joël Ménard. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Joël Ménard, qui avait lancé le plan Alzheimer, la filiation duquel on se trouve. Et il nous parle de plus en plus, il nous envoie des emails en disant qu'on doit travailler sur le devoir de recherche, sur l'obligation qu'on aurait moralement les uns et les autres de participer à la recherche. Alors, je vais poser juste une question, et c'est une question que j'ai aussi vous poser en tant que juriste. Si une personne ne consent pas, si elle refuse d'être incluse dans une recherche, ou mettre à la disposition de tous des données qui concernent à la fois individuellement la personne et la communauté, est-ce que réciproquement elle serait exclue par exemple du bénéfice d'une recherche si demain elle est malade? Je pose juste cette question-là, c'est-à-dire, c'est une question qui n'est pas que théorique, puisqu'elle a été posée pour le prélèvement d'organes. On dit si une personne s'inscrit dans le registre de refus, donc si moi par exemple demain, je m'inscris sur un registre en disant je ne consens pas à ce que mes données personnelles soient exploitées dans le cadre d'un intérêt général, d'un développement de recherche. Est-ce que réciproquement, si on veut responsabiliser les acteurs, on ne pourra pas dire à ce moment-là, vous ne bénéficierez pas, vous serez exclu d'un champ? C'est une question juste que je me pose sur la notion de principe de réciprocité qui est souvent employée en matière d'éthique. Pardon? C'est ce que font les assurances, mais maintenant, voilà. Elles conditionnent. C'est ça. Donc voilà, je posais la question. Frédéric, si tu veux répondre. Là, vraiment, dans la loi, c'est très clair. La personne a le droit de dire non, je ne veux pas participer à une recherche. Et j'irai même plus loin. Dans la loi informatique et liberté, le droit d'opposition, de droit commun, c'est un droit d'opposition pour des raisons légitimes. Vous allez me dire, mais c'est quoi les raisons légitimes? Par exemple, vous allez vous faire soigner dans un hôpital et votre mari avec lequel vous êtes en procédure de divorce y exerce et pourrait par là même avoir accès à des données qui vous concernent. Voilà, donc vous demandez à ce que l'on traite vos données de manière séparée, etc. Vous avez des raisons légitimes. En matière de recherche, ce qui a été vraiment inscrit dans la loi informatique et liberté, c'est un droit d'opposition discrétionnaire. C'est-à-dire que la personne doit être très bien informée, très clairement informée, et ça la CNIL est très attentive à l'information individuelle des personnes, et elle demande systématiquement qu'on leur rappelle que s'ils ne veulent pas participer, il n'y aura aucune conséquence sur leur prise en charge, et qu'ils en sont totalement libres, maintenant ou plus tard. Droit de retrait, droit d'opposition discrétionnaire. Et vraiment, c'est inscrit dans la loi. On ne pourrait pas ensuite, ce serait plus discrétionnaire, on ne pourrait pas ensuite de dire à la personne qu'elle ne peut pas être soignée parce qu'elle n'a pas voulu participer. Non, ça n'est pas possible. Alors, c'était des débats qui ont eu lieu, la loi sur ces aspects recherche date de 1994, et on a estimé que participer à une recherche, c'est une forme de solidarité, mais que la solidarité ne se décrétait pas, que c'était le citoyen qui était libre de vouloir s'y prêter ou pas. C'est pas une abstraction que je pose, parce que quand il y a eu une loi sur les prélèvements d'organes du 22 décembre 1976 sur le consentement présumé, qui dans cette loi santé publique est rediscutée, c'est la classe article 43, il était dit à l'époque,
si la personne ne consent pas, donc là on a fait le consentement présumé, et qu'elle s'inscrit sur un registre de refus des données de ses organes, en quoi aurait-elle à bénéficier d'organes, puisque si tout le monde s'inscrit sur je donne juste ces éléments, ça peut revenir dans la discussion. Oui, oui, tout à fait, vous avez sans doute raison. Mais là où vous avez... Enfin, il y a des... C'est vrai, ça me fait penser, c'est peut-être pas en rapport, mais il faut surtout garantir que ce genre de lien ne peut pas être fait, sinon il n'y a plus d'exercice effectif de droit. Ça compromet la liberté, hein, là il n'y a plus de liberté en fait. Hein. Ah oui. Mais c'est vrai. ça va être pareil, quand on a peu parlé, je le regrette un peu, du droit de ne pas savoir. Mais justement, on le disait, ça va être de plus en plus, il faut se justifier de plus en plus pour ne pas dire vraiment, moi je ne veux pas savoir. Et par exemple, les Hollandais, je sais que quand on parle de séquençage haut débit, quand la personne ne veut pas savoir, eh ben on ne fait pas l'analyse. Du tout. On ne la fait pas d'abord parce que ça coûte cher, et ensuite on ne veut pas se trouver détenir une donnée utile dont on ne ferait rien. On ne fait pas l'analyse. En matière de génétique, vous savez très très bien qu'on va prévenir la famille. Marcella, quand elle se présente, elle le sait bien depuis le dernier décret, quand on a une information, on prévient la famille. Donc la notion de savoir, c'est la même chose. Donc vous, individuellement, vous ne voudrez pas le savoir, mais le médecin va quand même vous contacter pour vous dire, écoutez, on vient de vous contacter parce qu'on a quelque chose à vous dire. Dans tous les cas, c'est des sujets qui méritent. C'est des sujets qui méritent parce que quand on va prédire des prédispositions, enfin, j'ai pas les compétences scientifiques pour savoir si on est sûr en cas de maladie immunologique. Enfin, voilà, je vais dire des bêtises. Donc, mais il y a un moment où le risque, c'est que à partir du moment où le savoir s'accompagne d'un pouvoir, on oblige la personne à savoir parce que ensuite c'est la collectivité qui paierait si elle pourra. Là, il y a vraiment des risques aussi. À partir de quel moment quand vraiment c'est vrai que quand vraiment on peut prévenir, on a tous les moyens, si on peut donner un traitement et la maladie ne se déclarera pas. Je comprends qu'on puisse imposer à la personne de savoir, mais quand on n'est pas sûr ou ça va dépendre de facteurs environnementaux qui dépendent de sa situation sociale d'ailleurs, déjà c'est compliqué de trancher cette question. Voilà, toute dernière intervention. Je vais revenir à l'exposé de Léo Kittelak et à sa très belle analyse des différentes strates, disons, intimes, intimité, vie privée, etc. Et puis cette construction d'une collectivité, donc d'une intimité collective, enfin tout ça a été très très beau et très intéressant, mais il me semble, moi, pendant d'y parler, il me manquait une case en amont. Et je me demandais si c'était pas le malentendu. Parce qu'il me semble que dans l'expression connectée, il n'y a pas un malentendu instauré et qui divise au fond les gens qui sont comme moi, des gens qui vont peut-être céder à la tentation et des gens qui savent. Pourquoi ? Parce que connecté, quand on est connecté à quelqu'un. Quand on téléphone sur un smartphone, les gens de mon âge, ils pensent qu'ils ont un téléphone sans fil, ou ils téléphonent à leur copain ou à leur comme ça. Et ils ne pensent pas au-delà. Être connecté, c'est pas au-delà, c'est s'adresser à quelqu'un. C'est envoyer une information à quelqu'un. À soi d'abord, hein, pour savoir combien de pages j'ai fait à moi. Et puis après, peut-être à son docteur, si vraiment on veut, mais pas au-delà. Et je me demande si justement le mot de connecté n'est pas vraiment très obscur et ne cache pas quelque chose de mystérieux, justement, et de non-dit. Et c'est là où il me semble être un problème éthique. C'est du non-dit. À qui va l'information, déjà. Voilà. Ça me semble extrêmement important. Le périmètre, les frontières et les lieux de la connexion. Voilà. Je m'arrêterai là, mais je pense que c'est déjà une première question. Effectivement, je crois qu'il y a une mutation du paradigme informationnel avec les objets connectés. On passe effectivement d'une connexion qui relève du paradigme informationnel de la communication entre deux personnes, entre soi et soi-même, entre soi et son médecin, à un paradigme du nuage, du cloud. C'est-à-dire où le cloud, en fait, l'information, elle va dans un trou noir. Enfin, même si le nuage et le trou noir, c'est pas tout à fait la même chose, on est d'accord, mais c'est tout aussi flou, et où va ressortir de ce nuage quelque chose qui va être plus ou moins indépendant de l'objet pour lequel, enfin, de l'intention pour laquelle on a collecté la donnée au départ. Et c'est ça, c'est cette phénoménotechnique-là de la donnée entre le moment où on collecte de façon aveugle, de façon non ciblée en tout cas, et de façon même non intentionnelle si on ne veut pas tomber dans les théories du complot, moment où
mouliné dans les clouds, dans les bases de données, dans l'algorithmisation effectivement de la donnée, et que ça revient, il n'y a plus le lien communicationnel classique qui a existé. Il y a des espèces de filtres interprétatifs et des choses qui nous dépassent complètement. Et aujourd'hui, comment ça revient ? Ça revient par le profilage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil de retour de la donnée collectée de façon non ciblée, c'est le profilage. Profilage qui peut être utile dans un cadre thérapeutique ou dans l'analyse de cohortes, des choses comme ça. Profilage qui peut être aussi très lucratif dans le cadre du marketing, et profilage qui peut être très dangereux dans un cadre politique. Je pense que c'est Voilà. bien de passer ça en amont de la... Oui, mais voilà, mais je suis entièrement d'accord que... Ouais. Voilà, merci.